Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité décentralisée, cette nouvelle méthode d'authentification via la blockchain qui pourrait bien changer nos habitudes. Nous sommes en compagnie toujours de Thibaut Boutroux, mon acolyte chaque semaine, mais aussi avec notre invité de la semaine, Florian Le Goff, CEO de Synapse. Donc, blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse et aujourd'hui, DID, identité décentralisée. Ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Aujourd'hui, donc, nous recevons Florian Le Goff, CEO de Synapse, une société française qui développe des outils ayant vocation à permettre l'adoption de l'identité décentralisée. Alors, pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Hugo, est-ce que tu peux rapidement nous donner la définition de ce qu'est l'identité décentralisée ? Oui, déjà bonjour à tous. Peut-être avant de... Moi je préfère donner un exemple concret pour que les gens s'imaginent ça un peu mieux. En fait aujourd'hui on a tous un portefeuille dans notre poche et on va mettre des documents à l'intérieur de ce portefeuille et ce portefeuille nous appartient pleinement. Personne ne sait finalement ce que moi j'ai mis dans mon portefeuille. J'imagine que vous en avez un dans votre poche. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Le problème avec Internet, c'est que finalement ce portefeuille aujourd'hui, globalement il appartient à Facebook, il appartient à Google et tout ce que moi je vais mettre en données à l'intérieur, ils y ont accès. Et nous, finalement, ce qu'on veut faire avec l'identité décentralisée, c'est de dire, non, ce portefeuille sur Internet, il est à moi et il n'y a que moi qui détient les données qui sont dedans. Et je vais choisir des données une par une que je veux montrer, partager avec des tiers. Donc c'est un concept relativement nouveau, mais je crois que chez Synapse, ça fait de très nombreuses années que vous travaillez sur ce concept. Concrètement, ça ressemble à quoi de travailler chez Synapse ? Alors nous on a complètement commencé comme un KYC provider assez traditionnel. On reviendra probablement sur KYC. KYC provider. Typiquement sur une plateforme comme Just Mining, il est important de savoir qui s'inscrit sur cette plateforme avant de pouvoir lui donner accès, avant que cette personne puisse investir. Comme quand vous allez ouvrir un compte en banque, votre banquier va vous demander un passeport. En général, il va faire une photocopie un peu sur le côté et il revient. Et en fait, avec cette photocopie, lui, il va s'assurer que vous avez bien le droit d'ouvrir un compte. Donc nous, on a commencé à faire ça pour le milieu de la crypto, de la crypto-monnaie. On travaille avec plusieurs plateformes, dont Just Mining. Et tout ce qu'on a voulu faire en fait dans ce milieu. Moi, j'aime bien prendre cet exemple qu'en fait, ce milieu, c'est comme si sur chaque plateforme, avant d'y avoir accès, vous devez passer par l'aéroport, la sécurité à l'aéroport. C'est un bon exemple, ça peut être très long et très complexe. C'est très long et très pénible. Nous, notre point de vue, c'est de dire, finalement, ce passage à l'aéroport est nécessaire, faisons-le, mais je le fais une fois et derrière, je vais avoir accès à tout un écosystème plutôt que de devoir en fait me refaire ce parcours pénible à chaque fois que je veux accéder à une plateforme. Ouais, en fait, si j'ai une correspondance, je suis pas obligé de remontrer mon passeport. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et effectivement, ça s'implique parce que on a l'impression que l'univers de la crypto et de la blockchain, c'est un peu parfois le Far West où tout le monde est anonyme. En réalité, aujourd'hui, les plateformes, du moins les plateformes centralisées, sont soumises à un certain nombre d'exigences et d'obligations, comme nous chez Just Mining et comme beaucoup d'autres. Et donc, on a besoin de respecter certaines normes, de collecter certaines informations. Et là, du coup, on a besoin de solutions tiers qui respectent ces normes, dont ce que vous faisiez Synapse, quoi. Alors, on évoquait tout à l'heure certaines références de l'écosystème de crypto. C'est qui vos clients aujourd'hui ? Ouais, alors d'un point de vue franco-français aujourd'hui, on travaille notamment avec Just Mining, avec Descoin qui tous les deux ont obtenu la validation PSAN. On travaille aussi avec iExec, French ICO sur l'aspect plus levée de fonds labellisé AMF. Sur le plan international, on travaille notamment avec Terra. Donc là, on les a aidés notamment à lever $1 milliard récemment. On travaille aussi avec Polygon, Moonbeam. On travaille avec Jump Trading, qui est une des boîtes les plus régulées dans l'écosystème crypto. C'est une grosse boîte de trading d'un peu plus de 800 personnes qui a un très très gros desk et qui travaille avec énormément d'acteurs avec plusieurs milliards en actifs. Ouais. Et c'est quoi votre business model ?
Ouais, bah nous en fait on va facturer nos clients, donc c'est toujours gratuit pour l'utilisateur. Il n'y a aucune raison qu'un utilisateur paye pour la compliance d'une entreprise. L'entreprise, elle, à chaque fois qu'un utilisateur va venir, elle va faire sa vérification. Nous on va facturer finalement un petit fee à chaque fois. Donc le premier boulot de Synapse, si je comprends bien, ça a été l'élaboration de ces KYC, donc ces fameux documents que l'on rentre à l'entrée de ces, que l'on saisit à l'entrée de ces sites web. Ouais. Hein, c'est le fameux Know Your Customer, KYC. Aujourd'hui, vous lancez Anima. Qu'est-ce que c'est que Anima? C'est l'étape 2, c'est le Synapse 2.0? Ouais, en fait, on sépare vraiment les deux, où Synapse, effectivement, fait du KYC. Donc ça, c'est la boîte, on va dire, traditionnelle qui peut travailler avec des banques, on a Xerox, par exemple, en client. Et après, on lance Anima en tant que protocole par-dessus. Et en fait, cette idée de protocole, c'est de pouvoir respecter la privacy des utilisateurs. On a deux grands use cases, on va dire, avec lesquels on va commencer. Typiquement, une plateforme comme Just Mining, mais Binance, FTX, enfin les grosses plateformes, elles ont des contraintes de KYC. Alors, tout ça, ce sont des plateformes d'échange ou de cryptoactifs. Ouais, hein, c'est des plateformes sur lesquelles on s'inscrit pour pouvoir acheter ou vendre ou placer des cryptoactifs. Pardon pour cette parenthèse. Ouais. Aucun problème. Et donc, du coup, là, on va être obligé finalement de partager notre document d'identité. Et donc là, on va devoir révéler complètement qui on est. Et après, en fait, il y a tout un pan aujourd'hui qui n'est pas encore vraiment exploré, où des applications décentralisées, elles pourraient finalement se contenter de savoir qu'un utilisateur n'est pas américain, qu'il n'est pas afghan, enfin qu'il ne fait pas partie de listes OFAC interdites au niveau international, ou que les États-Unis, parce que les États-Unis vont pas autoriser leurs citoyens à faire certaines actions. Donc finalement, moi, aujourd'hui, pour pouvoir accéder à ces services-là, je dois donner mon passeport. Là, avec Anima, l'idée, c'est que je peux révéler le fait que je ne suis pas américain. Je ne révèle pas que je suis français. Je révèle que je ne suis pas américain, que j'ai plus de 18 ans et que, d'un point de vue légal sur les règles internationales d'anti-blanchiment, je suis complètement clean et que je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, c'est absolument passionnant, en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir la parfaite maîtrise du degré d'information que l'on donne à sa contrepartie, qui va, en fait, juste me permettre d'autoriser d'avoir accès au site, sans pour autant lui dire qui je suis. Donc en fait, soyons très pragmatiques et ça va parler à tout le monde. Demain, je veux me connecter sur un site sur YouPorn. Je n'ai pas besoin de décliner mon identité. J'ai juste besoin de démontrer que j'ai plus de 18 ans. Tout à fait. Je me demande, j'hésitais à prendre cet exemple, mais c'est exactement ça. On a des députés aujourd'hui qui essayent de faire passer des lois sur le fait de s'identifier sur des sites pornographiques. On imagine mal un utilisateur se connecter avec France Connect sur un site porno. Finalement, on pourrait venir être cet intermédiaire, ce firewall quelque part, où on sait qu'il y a une identité qui a été vérifiée et on vient juste révéler que la personne a plus de 18 ans. Alors, c'est aussi passionnant parce que j'imagine que dans un univers virtuel, par exemple dans des métavers, etc., ça va me permettre de projeter, de définir à l'avance quelles informations ou quelle image je veux projeter de moi-même. En fait, j'ai une cartographie d'informations et à chaque fois que je suis en interaction avec un tiers, avec un site web ou avec quelqu'un qui est en face de moi, etc., je peux dans cette matrice, dans cette cartographie d'informations, choisir de façon très spécifique quelles informations je veux partager avec la personne que j'ai en face de moi et quelles informations je ne veux surtout pas partager avec la personne que j'ai en face de moi. C'est exactement ça. Je vais vous envoyer pitcher mes investisseurs parce que c'est parfait. En fait, si on demande la définition de l'identité à 50 experts, on va avoir une trentaine de définitions différentes. Pour nous, finalement, l'identité, ça va être ça. C'est tous les éléments qui vont définir qui on est. Ça peut être dans un métavers une certaine donnée, dans un autre quelque chose d'autre. Mais en fait, il faut que tous ces points de data finalement soient reliés à une identité qui, elle, est unique. Et après, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai le choix de pouvoir partager une bribe d'informations et de garder tout le reste privé. Alors moi, j'ai une question préalable. Mais qu'est-ce qui, moi, physiquement, me relie à mon identité numérique ? Alors, c'est une grosse problématique aujourd'hui. Ça passe forcément par une vérification de passeport.
Et donc c'est là où Synapse rentre en jeu finalement, c'est que nous on a développé cette expertise pour pouvoir vérifier des documents. Sur le long terme, là on parle peut-être à 5 ans si on projette, on peut imaginer que finalement un France Connect vient détruire le métier de Synapse. France Connect viendrait valider que l'État reconnaît que c'est bien mon identité. Et en fait, Anima serait une sorte de firewall, de protection pour que vous soyez sûr que l'État ne sache pas en temps réel avec qui vous êtes en train de partager vos données. C'est pas l'Estonie qui est cette incroyable pays aussi avancé en matière d'identité numérique? Alors il y a l'Estonie, il y a Singapour, et là typiquement l'exemple que je citais, en fait moi j'ai été à Singapour, ils ont ce qu'on appelle le SingPass. Là-bas, ils se disent tous entre eux, ne l'utilise pas, parce que le gouvernement va savoir instantanément là où tu viens de partager. Parce que ce n'est pas décentralisé. Exactement. En fait, nous, on vient rajouter ce layer qui vient obfusquer, qui vient masquer finalement ce que l'utilisateur fait. Donc le gouvernement viendrait valider une identité, nous, on vient masquer après ce que lui décide d'en faire. Ouais, et ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que aujourd'hui, c'est une problématique qui paraît un peu abstraite pour beaucoup de gens. C'est beaucoup plus parlant pour nous qui sommes acteurs de la crypto, parce que les premières applications, elles se trouvent dans notamment la finance décentralisée et toutes les problématiques qu'on retrouve dans cet écosystème-là. Mais il faut avoir en tête que cet écosystème-là, il est grandissant, et que il est assez facile d'imaginer que dans quelques années, tout le monde sera plus familier avec la crypto, ou avec justement l'élaboration des métaverses et du Web3 de manière plus générale. On doit se familiariser avec ces outils, et finalement on les utilisera de manière naturelle, et c'est une suite logique en fait sur la reprise de nos libertés, si on peut dire. Florent, quel est ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à concevoir ces outils d'identification? Alors, moi j'ai créé ma première entreprise sous forme d'association, j'avais 16 ans, mes parents ont dû m'émanciper pour que je puisse le faire. Donc je pense que j'ai toujours eu un peu cette fibre-là. Après j'ai fait une école de commerce. J'ai créé des premières boîtes où j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire pour apprendre. Et ensuite sur une entreprise, en fait, j'ai un alternant qui a commencé à me parler du Bitcoin. Là, je lui ai dit de me laisser tranquille avec son Ponzi. Et après, en fait, en y replongeant sur Bitcoin, sur Ethereum, j'ai commencé à investir, et en fait en investissant dans ce milieu-là, on apprend de plus en plus, et c'est un peu le rabbit hole où on veut vraiment se plonger dedans et découvrir le plus de choses possible. Et en fait, à force de partager mon identité vraiment partout, on a commencé à trouver ça extrêmement pénible, et on se disait que il faudrait une solution pour finalement faciliter l'expérience utilisateur sur le fait de rentrer dans l'écosystème crypto et de pouvoir se balader finalement partout sans contrainte à chaque fois, sans péage ou sans caisse de sécurité à l'aéroport à chaque fois qu'on veut passer sur une plateforme. Est-ce que tu estimes que les gens ont conscience de ces problématiques-là, ont conscience que les données circulent, et est-ce qu'il y a un espèce de de toute façon, c'est comme ça, on abandonne, ou est-ce qu'il y a vraiment une remise en question, et toi, tu observes quelque chose comme ça où les gens veulent reprendre le contrôle là-dessus? Alors, du coup, je trouve que c'est une belle question pour illustrer l'intérêt du DID. Je pense on nous vend une espèce de trade-off de simplicité, où finalement, je vais donner ma data, versus complexité, mais je vais être en contrôle complet de ma data. Nous, le système qu'on met en avant, une fois que pour décentraliser ton identité, c'est 3 clics supplémentaires, comparé à une vérification normale. Et après, le fait de réutiliser tes informations, c'est 2 clics, plutôt que de refaire tout le process. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où l'utilisateur a un gain d'expérience utilisateur qui est énorme, et en plus, on vient lui donner de la privacy. Donc on n'est pas là pour... moi, je suis pas là à essayer de convaincre les gens que la privacy est important pour eux. Je suis déjà en train de leur dire, en fait, facilitez-vous la vie. Et by the way, on est hyper privacy focus, et c'est mieux pour vous, et c'est encore mieux pour vous. En fait, c'est un tout petit peu d'investissement de temps au départ. Après, tu en gagnes beaucoup, et au final, sans que tu t'en rendes compte, tu protèges tes informations. Oui, tout à fait. Oui, et puis ces datas, elles ont une valeur considérable pour les gens qui les utilisent, et donc on peut imaginer que si je recentralise mes informations, cette valeur, c'est moi qui la conserve. C'est-à-dire qu'un jour, je peux décider, si moi j'ai envie de vendre cette data, de la donner en accès à des tiers,
ou pas, mais c'est moi qui décide de la monétiser ou pas. Et d'ailleurs, on peut parfaitement imaginer, et c'est passionnant, que cette data, je puisse la monétiser tout en restant anonyme. C'est-à-dire, ce qui intéresse l'utilisateur de la data, c'est mon profil, c'est mon comportement, mais il n'a pas forcément besoin d'aller le relier à mon identité dans le monde réel. Et c'est là où les solutions de DID sont profondément intéressantes, c'est qu'en fait, elles me permettent de me réapproprier ma data, et pour autant, si elles sont bien conçues, j'imagine qu'elles vont permettre à ces gens qui exploitent les profils d'utilisateurs pour leur rendre un meilleur service de continuer à utiliser leur profil, mais sans pour autant savoir qui est derrière. Mais ça, c'est un vrai sujet, ce que tu viens de parler, la monétisation de la data, parce que, en fait, demain, dans ce système-là, ce qu'on peut imaginer, c'est que plutôt que ce soit Facebook ou Google qui gagnent de l'argent grâce à ta data, c'est que toi, tu décides, ok, cette data-là, j'accepte, en fait, de la vendre ou de la partager avec une contrepartie financière. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ça fait partie du business model de Synapse aujourd'hui, ou pas encore vraiment. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'assure d'ailleurs que cette information que je vous confie, c'est pas vous qui allez devenir le nouveau Google ou le nouveau Facebook et que vous n'allez pas demain la commercialiser. Est-ce que vous y avez, vous, accès à cette information que je vous confie ? Non. Nous, on n'a accès à rien. Chaque donnée, en fait, va être chiffrée via le portefeuille de l'utilisateur. Donc, on va parler de MetaMask, de Ledger, par exemple, avec qui on travaille. L'utilisateur, grâce à son wallet, va pouvoir en fait signer un message, mais donc du coup, en faisant cette action, c'est lui qui va chiffrer de son côté la data pour ensuite la stocker sur un espace décentralisé également. Ce qui fait que la fois d'après, il pourra simplement signer des messages, ce qui va lui permettre de déchiffrer la data pour pouvoir ensuite la partager quand il le souhaite. Alors, donc nous, on n'a accès à rien. Si je comprends bien, l'infrastructure que vous mettez en place, c'est en fait une boîte, un coffre-fort, avec des étagères. Dans chacune de ces boîtes ou sur chacune de ces étagères, je vais mettre un morceau de ma data, une partie de qui je suis. Mais cette étagère, elle est chiffrée. C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas accès à l'information que je déposais dans mon coffre-fort. En fait, vous n'en avez pas la clé de ce coffre-fort. Et moi, quand j'ai besoin de partager de la donnée, je vais pouvoir extraire une partie de ces données et juste donner l'information que je veux bien partager à la personne avec laquelle j'ai envie de la partager. Et tout ça, ça se fait de façon complètement opaque avec vous, sans que vous ayez jamais accès à mon information. Exactement. Donc je reste complètement maître de ma data, et c'est pas vous qui devenez le nouveau Facebook ou le nouveau Google. Exactement, c'est exactement ça. Bon, passionnant. Il y a probablement énormément d'usages applicatifs de ces nouveaux systèmes. Thibaut ? C'est quoi aujourd'hui les barrières que tu rencontres pour aller dans la direction où tu veux ? C'est quoi les freins ? Est-ce que c'est technique ? Est-ce qu'on manque de compétences sur ces sujets-là ? Est-ce qu'il y a encore du défrichage ? On en est où à peu près ? Nous, pour le moment, on est vraiment dans le marché crypto. Donc... Le marché crypto a des vagues, on va dire, avec des hausses et des baisses. Donc, on est un peu contraint par ça. Là, on a eu une période hyper excitante depuis un an. Là, on sent que ça s'est un peu calmé. On espère que ça va repartir. Je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui parce que nous, on va lancer avec MetaMask. MetaMask aujourd'hui a 30 millions d'utilisateurs. Donc, c'est sûr qu'à l'échelle de Facebook, c'est rien. À l'échelle d'une petite start-up, pouvoir aller parler avec 30 millions de personnes aujourd'hui, c'est déjà suffisant en fait pour avoir une boîte qui permette de développer et de pouvoir arriver après à des sujets mainstream. Donc, j'ai pas de point de blocage particulier. Là, j'ai l'impression qu'on n'a plus qu'à dérouler parce qu'on a déjà bien travaillé. Et s'il n'y a pas de point de blocage, ton sentiment aujourd'hui, c'est que ton accès au marché, il se fait par la simplification du process ou par la volonté de chacun d'entre nous de conserver nos données ? C'est quoi ton axe de développement ou de communication, par exemple, demain ? Moi, c'est vraiment la simplicité. La simplicité, en fait, elle se retrouve sur 3 niveaux. En fait, c'est un des use cases, des cas d'usage qu'apporte la blockchain, on va dire, qui est assez évident. C'est vous, en tant qu'utilisateur, vous décentralisez votre identité, ça devient plus simple pour vous. Mais il faut aussi le voir, en fait, du côté de l'entreprise. Quand une entreprise met cette vérification, en fait, à cette étape-là, elle va perdre beaucoup de gens. Donc, le coût d'acquisition d'un utilisateur, en fait, devient beaucoup plus important
à cause d'une contrainte légale. Évidemment que les entreprises veulent bien faire, mais ça reste une contrainte qui leur fait perdre de l'argent. Si on arrive avec une identité qui a déjà été vérifiée au préalable, le taux de conversion pour une entreprise, ce qui est quand même un sujet assez important, est forcément beaucoup plus élevé. Et puis nous, d'un point de vue financier, la vérification, on l'a fait qu'une seule fois, ce qui fait qu'en fait, on fait la vérification une fois et on peut la vendre plusieurs fois, ce qui du coup, en fait, on a 3 parties qui globalement s'y retrouvent. Ouais, comme toujours en matière de business, il faut essayer de faire d'une contrainte une force et un avantage. Une conclusion, Thibaut ? Non, mais c'est intéressant, et en fait, l'identité décentralisée et à la convergence de tous les univers en fait du Web 3.0 en fait. Donc c'est absolument indispensable de passer par là d'une manière ou d'une autre, qu'on s'en rende compte ou pas. Donc hyper intéressant. On arrive au terme de nos échanges. Merci, c'était super intéressant. J'ai hâte de pouvoir reprendre le contrôle de mes datas. Merci Thibaut de nous accompagner, de ton éclairage sur ces sujets qui sont toujours passionnants. Nous nous retrouvons tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur l'antenne de Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine, donc sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaîne auquel vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.